Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Le Bénin accueille bientôt les 26 œuvres et des trésors royaux d'Abomey et le chef de l'État Patrice Talon est attendu à cet effet en France la semaine prochaine. C'est fait, les membres du conseil d'administration de l'Institut national de la statistique et de la démographie sont nommés par le chef de l'État Patrice Talon, ce à travers un décret du 13 octobre 2021. Dongbo a enregistré une trentaine de cas de grossesse en milieu scolaire cette année. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la mairie de Dongbo pendant la tournée statutaire du préfet Marie à Trokossou. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Les membres du conseil d'administration de l'Institut national de la statistique et de la démographie ont été nommés par le président de la République, ce par décret numéro 2021-524 du 13 octobre dernier. Selon le décret, la durée du mandat des membres du dit conseil est de 3 ans et court à compter de la date de leur installation. Eman Orutaku est nommé président du conseil d'administration de la statistique et de la démographie. Cet institut, organisme du ministère de l'économie et des finances, produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société béninoise. La culture a été à l'honneur au Café Média ce vendredi 5 novembre. Marie-Cécile Zissou, reçue pour l'occasion, a expliqué comment le trône du roi Béonzin est revenu au Bénin. Elle est au micro de Anaël Do. En 2004, la maison de vente aux enchères Sotheby's à Paris a sorti ce trône décrit comme le trône du roi Béhanzin, sachant que depuis, il y a quand même plusieurs trônes qui sont sortis avec une dénomination similaire. Donc il y a une question de recherche à savoir combien de trônes avait un roi. Je ne pense pas qu'un roi avait un seul trône. Il est possible qu'il y ait eu plusieurs types de trônes en fonction des déplacements, en fonction des cours dans lesquels il restait. Mais toujours est-il qu'en 2004, Sotheby's met une annonce « Trône de Béhanzin » dans une vente aux enchères. À ce moment-là, une des personnes qui travaille chez Sotheby's appelle mon père en lui disant « Est-ce que vous ne seriez pas béninois d'origine et est-ce que vous ne souhaiteriez pas faire savoir au Bénin que ce trône est à vendre ?» Et donc à ce moment-là, moi j'habitais déjà à l'époque au Bénin, donc mon père me dit « Écoute, voilà, il y a le trône du roi Béhanzin à vendre, va tout de suite prévenir tous les gens que tu peux dans le gouvernement et tout ça, voilà. Préviens, c'est une opportunité historique. » Et c'est la première fois surtout qu'un pays ouest-africain rachèterait. Alors, on peut revenir sur toutes les bizarreries du fait de racheter son patrimoine, mais toujours est-il que si on ne le rachète pas, ce patrimoine peut aussi partir.
Exactement. Et comme c'est du patrimoine en main privée, il faut savoir qu'il n'y a aucun inventaire du patrimoine qui est parti. Donc quand on parle des nombres d'objets, je comprends aussi la prudence, qui est que si on peut savoir ce qu'il y a dans les collections publiques, on ne peut absolument pas savoir ce qu'il y a dans les collections privées. Donc ça, c'est quand même un événement tout à fait important. Donc on se dit probablement que les autorités vont avoir à cœur de racheter ce trône parce que ce serait, ce serait historique. C'est-à-dire que le gouvernement rachèterait ce trône viendrait et pourrait être montré à tous. Et à ce moment-là, malheureusement, j'ai pas été très bien reçue, pour être tout à fait honnête. Les gens m'ont ri au nez et m'ont dit que pourquoi on irait payer aussi cher pour un vieux tabouret. Et donc, ça n'a pas été un très grand succès. On a essayé d'en parler à tous les gens possibles et imaginables pour dire attendez, il se passe ça. Enfin, après, c'est une information publique, hein, tout le monde pouvait la trouver, mais on a justement essayé de sensibiliser pour dire mais vous vous rendez compte, historiquement, ça a beaucoup de sens. Et donc, à ce moment-là, vraiment, j'ai fait le tour de tous les gens, même des gens du gouvernement dont c'était pas du tout la spécialité, mais juste pour essayer de voir si je trouvais un écho quelque part. Et non, j'ai trouvé aucun écho. Jusqu'au dernier jour, on a alerté. Et puis assez vite, on a su qu'il allait y avoir des demandes, qu'il y avait des musées européens qui avaient formulé des demandes sur l'objet. Et donc, notre grosse angoisse, c'est qu'on savait qu'il y avait un musée allemand et, dans mon souvenir, un musée sud-américain qui était très intéressé par le trône. Et là, on s'est dit, mais si on ne réagit pas maintenant, ça va partir dans des collections. Si ça part dans des collections françaises, ça pourra peut-être être prêté ou quoi que ce soit, puisqu'il y avait déjà cette idée du Quai Branly qui allait exister, qu'il y aurait peut-être des prêts, mais enfin bon, ça semblait être quand même très très peu probable. Mais alors une fois que c'était parti en Amérique du Sud, enfin voilà, c'était fini, il n'y avait plus de possibilités. Donc à ce moment-là, on a fait un drôle de choix familial qui est que vous savez qu'on ne collectionne pas l'art ancien ni rien. On était vraiment concentrés sur les questions d'artistes contemporains et de résidence d'artistes, enfin, d'accompagnement de la création contemporaine. Mais on a acquis ce trône. Dans l'idée qu'il voilà, fallait à un moment prendre ses responsabilités et rapporter dans le pays. Donc, après, vous connaissez la suite, elle est connue. On a fait revenir le trône pour l'exposer au moment de l'exposition du Quai Branly, parce qu'on voulait montrer aussi qu'on avait prêté plusieurs choses pour cette exposition, qu'on organisait, on était le partenaire technique du gouvernement béninois, mais finalement, ils nous ont laissé les mains complètement libres, ils nous ont laissé la liberté de rechercher à la fois les financements, le propos, enfin, du coup, on a été assez libre là-dessus. Et donc, nous, on a apporté les toiles de Cyprien Tokou d'Agba et le trône du roi Béhanzin dans cette exposition, et le Quai Branly a prêté 34 œuvres. Les 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey seront de retour au Bénin le 10 novembre prochain. Elles seront transportées au Bénin après leur exposition au musée du Quai Branly à Paris, en France. À cet effet, le chef de l'État Patrice Talon est attendu à Paris la semaine prochaine. Il va signer l'acte qui finalise la restitution des biens culturels. Les 26 œuvres à restituer sont entre autres un métier à tisser, un pantalon de soldat et une porte de palais royal d'Abomey. Selon le Conseil des ministres du mercredi 20 octobre dernier, le Bénin a pris toutes les dispositions aussi bien que au plan juridique, infrastructurel qu'en matière de renforcement de capacité des conservateurs et spécialistes du patrimoine. Au cours de l'année scolaire 2021, la commune de Dongbo a enregistré 27 cas de grossesse, dont 14 au CG1, selon le secrétaire général de la mairie de la dite commune. Elle a enregistré 2 cas de viol, 3 cas de séquestration, et un cas de voie de fait lié au sexe. Ces cas ont été présentés au procureur de la République. Des actions de sensibilisation, soutient-il, sont opérées par la police républicaine, le centre de promotion sociale, les organisations non gouvernementales et autres acteurs pour éradiquer ces phénomènes. Cette information a été rendue publique ce 3 novembre par Philibert Wissou, SG de la mairie de Dongbo, lors de la tournée statutaire du préfet Marie Atropossou. Actualité hors de nos frontières. La page Inter de ce vendredi 5 novembre est un condensé des actualités du Burkina Faso, du Soudan et de la Centrafrique. Elle vous est proposée par Inès Colombe-Oussou.
Au Burkina Faso, Jean-Pierre Palme s'est exprimé face à la justice burkinabé ce jeudi 4 novembre au procès des assassins présumés du président Thomas Sankara et ses collaborateurs. Jean-Pierre Palme, membre du Conseil national de la Révolution, est accusé de complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Des accusations qu'il rejette. Jean-Pierre Palme raconte que c'est au lendemain du coup d'État que Boukari Lingani, le commandant des forces armées, l'a informé qu'il y a eu du grabuge et que le président Sankara est mort. Blaise Compaoré m'a dit de rester à la disposition du commandant en chef, a-t-il déclaré. Ils sont au total 3 accusés qui sont passés devant le tribunal pour donner leur version des faits. Parmi eux, il y a 2 médecins militaires qui avaient délivré des certificats de décès avec les mentions inexactes selon l'accusation. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est entretenu ce jeudi 4 novembre par téléphone avec le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah, les exhortant à restaurer le gouvernement civil de transition plus d'une semaine après le coup d'État. Il a appelé à la libération de dirigeants civils arrêtés, notamment le Premier ministre Abdallah Hamdok, en résidence surveillée depuis le Punch. Peu après le communiqué de l'ONU, le général a ordonné la libération de 4 ministres soudanais d'après la télévision d'État. La tension monte entre le gouvernement et les Nations Unies. Lundi 1er novembre, 10 casques bleus ont été blessés par des tirs de la garde présidentielle aux abords du domicile du chef de l'État à Bangui. Le bus de l'ONU s'est retrouvé par erreur sur le site et a essuyé des tirs nourris sans sommation avant de percuter dans sa fuite une jeune fille qui a trouvé la mort selon un communiqué de la MINUSCA qui a provoqué la colère du gouvernement centrafricain. Après le lancement officiel de la Ligue Pro 2021-2022 le dimanche dernier avec la victoire de Coton FC sur Requin FC 3-2, les 34 autres équipes vont se défier ce week-end pour le compte de la première journée. Dans la zone A, le derby de Parakou entre Buffle et Dynamo sera l'attraction. Dans la zone B, le champion en titre Loto Popo va recevoir Dynamo d'Abomey à Grand Popo. Dans la zone C, Aspac va accueillir UPI ONM à Tofo. Enfin, dans la zone D, la jeunesse sportive de Bobet affronte AMAFC à Jean-Pierre Gascon. Toujours au sport, après la saison transitoire, le championnat national de football refondé entre dans une nouvelle dimension lors de l'exercice 2021-2022. Les équipes vont notamment évoluer sur des aires de jeu adéquates. Boraima Imoru, le vice-président de la Ligue professionnelle de football, a dévoilé les innovations à l'ouverture officielle de la saison. Il est sur des propos recueillis par Larius Adjagouinou. En appliquant la nouvelle formule inédite du championnat professionnel la saison écoulée, nous n'étions pas sûrs que les fruits allaient tenir la promesse des fleurs. De ce fait, le championnat professionnel de cette saison sera comme celui de la saison passée, avec 36 clubs répartis en 4 zones. Et à l'issue de la première phase, c'est-à-dire la phase de zone, les 4 premiers clubs sur les 9 de chaque zone seront qualifiés pour la Super League Pro et les 5 autres seront reversés en Ligue Pro Sud. Le Bénin entre désormais de plein pied dans la professionnalisation de son football. Et c'est le moment de remercier encore une fois les grands acteurs de cette mutation. Je voudrais nommer son Excellence le patron des sports, le ministre Oswald Omeki, et également le patron du football béninois. Je veux nommer le président Mathurin Téchakus pour les réformes mises en branle depuis le début de son mandat. Nous voici donc à la croisée des chemins pour un challenge à travers le championnat professionnel du Bénin, saison 2021-2022, qui va focaliser toutes les attentions pendant 8 mois. En cette période marquée par la pandémie liée au coronavirus, nous réitérons notre engagement à respecter et faire respecter par tous les acteurs l'arsenal de mesures mises en place par le gouvernement pour endiguer le mal.
C'est dans ce cadre que l'Assemblée générale de la Fédération béninoise de football, tenue à Nati Tengou le 24 août dernier, a décidé que seuls les joueurs, officiels de club, arbitres, commissaires au match, membres du comité exécutif vaccinés contre la Covid-19 prendront part au championnat professionnel saison 2021-2022. Permettez-moi de rendre un hommage mérité au gouvernement de la rupture, plus particulièrement à son chef, son Excellence, le président Patrice Talon, pour ses efforts inlassables, sa clairvoyance et sa belle vision de révéler le football béninois au monde entier. Oui, ce n'est pas de l'utopie. Cela reste désormais un acte concret et palpable. En plus de la rénovation de ce beau joyau qui accueille déjà les matchs de l'équipe nationale et sur lequel nous lançons le championnat national professionnel ce jour, le gouvernement du Bénin vient d'ajouter aux meilleures conditions déjà existantes pour une pratique appropriée du sport roi 22 nouveaux stades omnisports sur lesquels se dérouleront les matchs du championnat national professionnel saison 2021-2022. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. Agréable week-end à toutes et à tous et à lundi.